Pourquoi les prix Nobel et les savants feraient trécir voyager dans le temps, arborent sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher prof, pourquoi je m'ennuie toujours pendant l'amour? Ouh là là, la question pas du tout scientifique. Mais figure-toi qu'il existe des recherches sur le désir féminin. Ouais, attention, hashtag pincette. Normalement, quand une femme voit quelqu'un qui l'excite... Avec ceci, madame. Rien. Briser la vitre en cas de bon coup. Son cerveau enclenche un signal Faute de mieux. qui descend au vagin et provoque un afflux de sang dans les capillaires de la paroi, déclenchant son gonflement et sa lubrification. Bref, qui le prépare à l'accouplement. Pour mesurer cette excitation inconsciente, on utilise un photoplétismographe qu'on place dans le vagin. Ensuite, on diffuse une vidéo cobaye, ici Christine, hétéro. Et des rillettes du mar, je vous en mets. Christine doit, de son côté, noter le niveau d'excitation ressenti. Je préfère le pâté de foie, en fait. Ainsi, on peut comparer ce dernier avec le niveau d'excitation inconscient du corps. Et bizarrement, chez certaines femmes, il y a un gros décalage. Et pour les végétariennes, alors? Il y a quelque chose qui laisse ces femmes indifférentes en haut, alors qu'en bas, c'est humide comme un menu vapeur. Mais quoi? Mais quoi? Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que ces femmes font du spectatoring. C'est le fait d'être focalisé sur ses performances et son apparence pendant l'acte, plutôt que sur ses sensations. Oh, s'il ouvre les yeux, il pourra voir mes gros trous de nez et se rendre compte que je suis moche. Une solution serait de leur donner de la Ritaline, le médicament qu'on donne aux enfants hyperactifs. Il a pris le ballon, Mbappé, dans ta tête, dans ta tête. Et donc, le gamin, il prend plus ses médocs ou quoi? L'idée serait d'aider ces femmes à se concentrer sur une tâche, notamment sexuelle. Me dis pas que t'as tout pris, Christine. C'est lui ou moi, Georges. Attention aussi à ne pas prendre le spectatoring pour ce qui n'est peut-être que du fucking train-train. Pourquoi j'ai la joue qui brûle? Ah, tiens, des miettes. Je rêve, vous dites que les femmes savent pas ce qu'elles veulent? Pas du tout. Je dis que ce qui excite le corps n'excite pas forcément la tête. Mais c'est évidemment cette dernière qu'il faut écouter. Attendez, je comprends plus rien. Pour séduire, il vaut mieux miser sur le pâté de foie ou sur les rillettes? Des infos sur le désir féminin, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même sur Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, c'est la période des fêtes. Par pitié, donnez-moi des infos à sortir en famille pour éviter qu'on parle politique. Ok, Gwendo, dès les petits fours. Faut y aller franco. Alors tu vois, le Brexit, c'est un peu comme les œufs des surgeons. Tiens, Jean Pépito, sais-tu que ton système digestif n'a pas du tout besoin de ton cerveau pour fonctionner? Hein? Car si le cerveau humain a 100 milliards de neurones, Je ressens une certaine vacuité dans les idéalités casuistiques. le système nerveux des intestins, autrement appelé SNE, en a 200 millions. La faim. C'est le nombre de neurones dans le cerveau d'un labrador. Vous voyez le mode de pensée d'un labrador. Même s'il communique avec le cerveau, le système nerveux entérique se gère lui-même grâce à ses neurones. Mais c'est moi qui ai honte, moi! À ce stade, Jean Pep est forcément subjugué. C'est normal, c'est fascinant. Ok. Vous savez qu'en plus, notre système digestif contient plus d'1 kilo de bactéries. 1 kilo! Oh, ça va là? On peut parler de la crise tranquille maintenant? Vous vous rendez compte? Peut-être que ces 100 000 milliards de bactéries déterminent nos humeurs, nos goûts, voire carrément notre personnalité. Prenez le duo cerveau-microbiote de Jean Pépito, par exemple. Lequel des deux doit sa joie de vivre à l'autre? Ça va le bide? Non, je sais pas. J'ai envie d'hostie. Voilà, t'es content? Je suis constipé. Digestif? Et surtout, Gwendo, attendez le trou normand pour lâcher la bombe atomique de la soirée. Jean-Pep, on peut t'aider. Non, merci. Si, grâce à la fécalothérapie. La fécalothérapie consiste à virer les bactéries pas drôles d'un système digestif avec un antibiotique puissant. Pour
les remplacer par un échantillon de bactéries venant d'un donneur sain, reconnaissable à sa ligne superbe, à son alimentation exemplaire. Oh, on est bien là. Oh, ici, je vais mettre un poster d'endive. Et comment fait-on, me direz-vous? J'ai peur. Pardon de crotte. Oui, mais les médecins font ça bien. Ils vous emballent ça dans des gélules. C'est qui le donneur, au fait? Bah, c'est l'œuvre d'un génie qui a beaucoup fait pour redresser la France. Si vous pensez faire un bon régime par la force de l'esprit, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Sérieux, prof, c'est quoi en fait les règles? Apollinou, 13 ans. Mon petit Apollinou, sache que beaucoup d'hommes se sont posé la question à ton âge. Je pensais que le sang qui sortait de leur schtroumpfette était bleu, comme dans les pubs pour les serviettes hygiéniques. Hein? Quantité schtroumpf à lunettes. C'est vraiment bleu. C'est pas évident pour les garçons de comprendre ce qui se passe chez les filles. En primaire, tout est calme et tranquille. Et puis à partir de la 6e, voire du CM2, ça devient n'importe nawak. Ça va, Alison? Ne me touche pas. Sachez, les garçons, que chez vous, c'est assez simple, car vous produisez des spermatozoïdes en continu, alors que les filles produisent plein d'hormones différentes, dont la quantité et la nature varient tout au long du cycle. Gonatrophine, inhibine B, inhibine A. On pourrait se demander pourquoi la nature ne laisse-t-elle pas en permanence 1 ou 2 œufs à disposition, jusqu'à ce qu'un spermatozoïde débarque. Pour faire simple, un organe reproducteur de femme, c'est comme grosso modo un guidon de Vélib. Les poignets, c'est les ovaires, le cadre, l'utérus, et la fourche, le vagin. On oublie la selle et les roues. Chaque mois, le cerveau envoie un SMS hormonal à l'ovaire, tout en préparant son œuf, ce qui lui prend bien 2 semaines. L'ovaire diffuse lui aussi des hormones qui disent à l'utérus... Utérus, prépare la chambre du petit. En réponse, l'utérus réagit comme s'il recevait son 13e mois et refait toute la déco. J'opte pour un réaménagement de la pièce à vivre en faisant pousser une belle moquette vascularisée rose sur les parois. J'ajoute un petit paillasson Welcome Spermato et le col sera du meilleur effet. Enfin, vers le 14e jour, l'ovaire pond son œuf qui tombe dans la trompe de Fallope. C'est l'ovulation. Alison, t'as pas vu mon... L'ovulation est une période où la femme, si fécondation il y a, peut tomber enceinte. Tiens, je t'ai taillé ton crayon. L'ovule ne vit pas éternellement. L'ovaire doit cicatriser de sa ponte. Cette cicatrice s'appelle le corps jaune et ce dernier envoie aussi des hormones. S'il n'y a pas de fécondation, alors la disparition du corps jaune marque la date de péremption de l'ovule. C'est râpé, décroche la déco. C'est ça, les règles. Je prends le relais. Ce superbe revêtement molletonné aurait fait un nid d'amour parfait pour l'ovule fécondé. Eh bien, merci pour ces explications. Je schtroumpfais toute mon innocence. Hein. Je vous laisse taper Tu mourras moins bête sur Arte Schtroumpf TV. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'ai une question que je me disais en moi-même comme ça. Comment ça marche l'érection chez un monsieur? Platon ne disait-il pas: il n'y a rien de plus triste qu'un pauvre petit pénis, seul, abandonné et impuissant. Ah non, je pense pas, non. Oh, là-bas, un faludacé échoué. Impossible de remettre en mer un pauvre faludacé de la famille des pénisoïdes quand il est tout mou. L'idéal serait qu'il soit en mode dur. Hélas, tout ça ne se commande pas. J'y arrive pas. Pourquoi il pleure, le dauphin? Mon Dieu, comment expliquer l'érection à des enfants? Aristote ne disait-il pas? Non, c'était pas lui. Si je mets mes lunettes qui permettent de voir à l'intérieur des gens, que vois-je dans le zizi? 2 grands corps caverneux et un corps spongieux. La plupart du temps, le pénis est au repos, tranquille, affalé dans le canapé. Pour que le pénis reste flasque, il faut que les corps caverneux, paradoxalement, restent tendus pour ne pas trop s'imbiber de sang. Attention, le chat, je le sens pas. C'est super utile d'être mou. Ça permet de mieux amortir les chocs de la vie. Puis arrive un moment où le cerveau perçoit un truc comme super excitant. Encore une clé. Merci, monsieur
monsieur Fouras. Et envoie au corps caverneux l'ordre de se relâcher, d'ouvrir les vannes et de stocker un max de sang, un peu comme des bouées de zodiaque. L'érection est un vrai challenge anatomique, car le pénis doit à la fois maintenir un max de sang pour être tout dur, tout en le laissant circuler pour être alimenté en oxygène, sans se dégonfler une seconde. Heureusement, Dieu a fait Polytechnique, option tub. Je crois que j'ai trouvé la solution pour le projet Bistouflette insubmersible. Le génie a été de placer les corps caverneux dans ce qu'on appelle la tunique albuginée. Au repos, les corps caverneux sont alimentés en sang par les artères, puis le sang repart librement par les veines. Comme ces dernières sont sous la tunique, quand les corps gonflent, elles se retrouvent toutes serrées dans leur pull. Ça presse et ça coupe ainsi le retour veineux. Le zboob reste ainsi gonflé un temps. C'est ce qu'on appelle l'occlusion veineuse passive. Dra, dra. Bon, après, il y a des cas où ce mécanisme part en sucette et le phalludacé ne peut plus redevenir flasque. C'est le priapisme. C'est super dangereux. Si l'anatomie et le mode de vie des phalludacées vous fascinent, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Bah moi, j'aimerais qu'on parle un peu du clitoris. Il y en a que pour les pénis, là. C'est vrai que le pénis est un organe plutôt rigolo, aux mœurs simples et joyeuses. La. Oh! Plus discrète et ténébreuse, et en apparence, la foufoune. Dans son fonctionnement, reste encore incompréhensible pour beaucoup. Je peux entrer? Tire la clitorette et la vaginette, cher rat. La clitorette? Oh non, je comprends pas. Il faut que j'aille acheter un outil chez Bricoshop ou ça se fait à la main? Pauvre petit, ne lui en veuillez pas, madame. Comme les organes reproducteurs de la femme sont internes, on eut longtemps un mal de chien à comprendre leur fonctionnement. Dites 33! Ben, 33? Hippocrate pensait que l'utérus était mobile. Il répond pas. Qui ça? Mais votre utérus, petite sotte, ah, il a dû se faire la malle. Il croyait que l'utérus se baladait dans le corps et provoquait des maux très variés. Je suis fatiguée. L'ignorance étant renforcée par un problème plus grave, le sexisme. Mention spéciale parmi tant d'autres à Arrêté de Cappadoce qui disait « L'utérus, c'est l'animal dans l'animal. » C'est bien plus tard que Dr Hélène O'Connell se rendit compte qu'en opérant la prostate des hommes, on faisait très attention à ne pas abîmer le nerf érecteur. Ce qui n'était pas du tout le cas chez la femme. Et ça, c'était pas au 19e siècle, c'était en 1998, année de l'euphorie. On a tout compris à la foufoune. Et ce n'est qu'au début des années 2000 qu'elle put observer le clitoris à l'IRM. Et là, on découvrit que le clitoris était bien plus grand qu'on ne le pensait et avait la forme d'un papillon. Viens, n'aie pas peur. Aussi, Pour mieux comprendre comment fonctionnent ces grandes branches sans choquer les pénis de moins de 12 ans, faisons appel à l'ami des petits. Dis, maman, ça marche comment un clitoris? Mais c'est très simple, les enfants. Mama clito. Et hop, mes corps caverneux, mes corps spongieux. Et là, c'est l'entrée du vagin où je vais recevoir papa. Oh, quelle bonne idée! Alors je suis très excitée par Papa Tub. Quand je pense que je passe pour le sexe faible, alors que, c'est qui domine là? Si vous connaissez des gens qui pensent encore que clitoris est le nom d'un vieux philosophe grec, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, comment je peux donner des gènes à mon chien pour qu'il me ressemble comme un fils? C'est normal. Dans les films, les transferts de gènes se font super facilement. Ça fait envie. Il y a juste à choisir la méthode. aïe aïe. La morsure, genre Spider-Man. La technique téléporteur-mixeur comme dans La Mouche. Bisous. Ou, méthode plus récente, le gène radio comme dans le film Annihilation. En gros, tous les êtres vivants émettent de l'ADN Mais que va-t-il nous arriver? et se le refilent comme un vieux rhume. Mais que va-t-il nous arriver? Mais brûlez Non, oubliez tout ça. D'abord, l'ADN, c'est de la matière.
Et une cellule et son ADN, c'est comme un chanteur de country et sa guitare. Oh, tu as mâché mon corps comme un crocodile fou. La cellule a évolué pour pas qu'on la sépare de son ADN, sans qui elle n'est rien. Plutôt mourir écrasé sous les sabots des Mustangs que de souffler dans ce truc. Ça ne veut pas dire que le transfert de gènes n'existe pas. Ça arrive, et de 3 façons pas du tout hollywoodiennes. La première, c'est la méthode artificielle. Transgénique ta mère! Viennent ensuite les méthodes naturelles, comme la reproduction, qui se fait entre cellules d'une même espèce. C'est le transfert de gènes vertical, mais qui peut se faire aussi à l'horizontale. T'as entendu? On peut faire ça allongé. Et enfin, le transfert de gènes dit horizontal, où un individu d'une espèce refile un peu de son ADN à un individu d'une autre espèce. C'est ce que font ces petits bâtards de virus, par exemple. Si le transfert horizontal se faisait aussi vite et facilement que dans les films, on ne pourrait plus rien manger. Et l'odeur! Si le transfert horizontal est très rare, c'est déjà parce que le système immunitaire veille au grain. Je kiffe nos nouvelles tenues Vigivirus. Mais il lui arrive d'avoir des failles. Même si je vois plus rien sur les côtés. Prenez les lointains ancêtres de nos cellules. Un rétrovirus leur a un jour transmis un gène leur donnant la capacité de fusionner entre elles. À défaut de super-pouvoirs qui cassent des briques, les embryons ont pu développer un placenta. Même dans l'ADN parfait des gens très beaux et très agaçants, on trouve une petite centaine de gènes venant de bactéries, de champignons, de plantes. Si vous pensez encore muter en Einstein, en mettant votre tête dans les micro-ondes, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.